Le problème de manque de logement ne sera pas résolu en enlevant tous les logements sur Airbnb. Quand il manque énormément de logements et que tu te dis, ok, ben, je mets le doigt sur les 4, 5, 10 investisseurs là, en gros, c'est juste de la politique. Si tu veux faire de la location sur Airbnb et tu commences à te dire que tu vas faire du ménage, faire des entrées-sorties, faire les réparations toi-même, si tu travailles, tu vas pas commencer à quitter ton job pour aller remettre des clés à des voyageurs qui doivent arriver à 15 heures. Une conciergerie, on va te demander 15, 20, 25% du chiffre que tu vas générer. Tu as tout intérêt à mettre le système en place pour que tu n'aies pas à partager ton bénéfice avec quelqu'un. L'avantage de l'immobilier, c'est de pouvoir générer des revenus sans que tu sois nécessairement dans le système. Donc après, si demain tu veux lancer un autre business, tu veux lancer une autre activité, à ce moment-là, tu auras le choix. Sur Airbnb, il y a des indispensables. L'un des premiers indispensables pour moi, c'est... Comme les taux des crédits immobiliers sont élevés, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer là maintenant? Je dirais ça dépend du projet que tu as. Si ton objectif c'est d'acheter ta résidence principale, bon, à ce moment-là, oui, ça peut avoir un intérêt de peut-être attendre. Et encore, je ne suis pas sûr. Parce que les intérêts d'emprunt que tu vas payer sortent de ta poche. Donc là, oui, ça peut être judicieux ou ça peut se comprendre. Mais pour quelqu'un qui fait un investissement locatif, que les taux soient élevés, ça n'a pas d'impact, en tout cas, ça n'a pas d'importance, puisque c'est le locataire ou en tout cas c'est tes voyageurs qui vont payer tes mensualités. Ça c'est une première chose. Et deuxième chose, quand bien même tu auras fait, tu fais ton projet aujourd'hui et que les taux sont élevés, rien ne t'empêche dans 6 mois, dans un an, une fois que les taux auront diminué, de renégocier ton prêt pour avoir des taux plus intéressants. Mais au moins, tu auras déjà commencé à rembourser du capital, tu auras gagné du temps. Donc, moi, la question du taux, en vrai, c'est même pas du tout un sujet que je regarde. Les gens que j'accompagne, je leur dis les taux sont importants ou pas. Nous, en gros, on s'en moque. L'essentiel, c'est d'avoir le crédit et de pouvoir finaliser le projet, quoi. Du coup, pour lancer un projet sur Airbnb, là en ce moment, on voit que la plupart des villes ferment l'accès à Airbnb. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de se lancer sur Airbnb alors que toutes les grosses villes ferment la porte à Airbnb? Bon, alors, je ne dirais pas qu'elles ferment la porte à Airbnb. Alors oui, elles vont mettre quelques réglementations en place pour limiter ou en tout cas réguler l'accès à cette plateforme. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bon, ça, j'en sais rien. Mais en gros, la première chose à se dire, c'est déjà si tu te retrouves dans une ville où Airbnb commence à être limité, c'est que très certainement tu es dans une ville où les prix sont déjà très élevés, tu vois. Genre, ce genre de réglementation, nous, on les voit sur le terrain que dans des grosses métropoles. Quand tu vas être à Paris, Bordeaux, etc., des grosses métropoles, oui, tu vas avoir pas mal de réglementations, ou alors des plus petites villes, mais avec euh, une grosse affluence touristique. Donc oui, là peut-être tu peux avoir ce genre de choses, mais très souvent, ce genre de ville, les prix de l'immobilier sont exorbitants. Donc un investisseur qui cherche à générer du cash flow avec l'immobilier, est-ce que vraiment c'est dans cette ville-là qu'il doit se lancer? Je ne suis pas sûr. Tu vois. Moi, les gens que j'accompagne, on va dans des villes moyennes avec suffisamment de demandes et avec un prix au mètre carré pour l'immobilier qui reste encore attractif et ce qui permet de faire des bonnes opérations. On ne va pas dans des villes comme Paris ou Bordeaux où déjà l'immobilier est excessivement cher et en plus tu vas avoir des limitations ou des réglementations par rapport à la ville. Mais qu'on se le dise, hein, parce qu'on entend pas mal parler de oui, Airbnb, Airbnb, quand bien même on enlèverait tous les biens qui sont sur Airbnb, le problème de manque de logement ne sera pas résolu en enlevant tous les logements sur Airbnb. Tu vois, parce qu'en gros, dans les grosses villes, il y a une tension qui est telle que même si tu rajoutes 200, 300, 400 logements en plus, ce sera toujours problématique. On est dans un truc où il manque peut-être parfois 40 000, 20 000 logements, j'en sais rien, mais quand il manque énormément de logements et que tu te dis, ok, ben, je mets le doigt sur les 4, 5, 10 investisseurs là, en gros, c'est juste de la politique, quoi. C'est pas vraiment un problème qu'on cherche à résoudre. Donc, moi, la personne qui veut se lancer dans l'immobilier, je lui dirais limite de s'éloigner de ces villes à problème, d'aller dans des villes moyennes avec un prix au mètre carré qui reste encore abordable et intéressant. Et puis là, il ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir louer, quoi. Ok, mais du coup, si tous les investisseurs s'éloignent des grosses villes pour aller dans des villes plus rentables, est-ce que pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui, il y aura encore de la place, quoi?
Bah, quand j'étais à l'école plus jeune, je me souviens qu'on disait que sur la planète, on était 6 milliards. Là, prochainement, on devrait atteindre les 8 milliards. Pourquoi? Ben, parce que la population grandit. Donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que il y a de plus en plus de gens qui vont chercher des logements. On le voit aussi même par rapport aux retraites. C'est pour ça qu'il y avait cette problématique avec les retraites, c'est que les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc, tous ces gens-là qui sont là, ils ont bien besoin de se loger quelque part. Et toutes ces personnes qui se déplacent ont bien besoin d'aller quelque part, de se loger, tu vois. Donc, de la place pour les gens, il y en aura toujours, tu vois. Et on voit bien que s'il y a une pénurie de logements, c'est bien parce que il y a une demande en face, tu vois. Et si on nous prend la tête avec Airbnb, c'est parce qu'en gros, on se dit, ben, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de logement et il faudrait qu'on puisse leur laisser de la place. Donc, quelqu'un qui s'inquiète de est-ce qu'il y a suffisamment de place, ben, je dirais non, c'est limite contradictoire, tu vois. Mais du coup, alors, s'il y a encore de la place et qu'on se lance, comment on fait pour savoir quel type de logements sont en demande? Est-ce qu'il faut faire des logements, des grands logements pour des familles, ou alors plutôt des petits studios? Parce que les petits studios, enfin, moi, j'ai pas envie de vivre dans un petit studio spécialement. Du coup, je me demande, est-ce que ça va plaire aux gens? Enfin, comment je fais pour savoir quel type de bien je dois proposer sur le marché du coup? Bah alors, moi je dirais, première chose, c'est quand tu fais de l'immobilier ou quand tu te lances dans le business, il faut faire une séparation, une distinction entre tes émotions et les chiffres. Là, en vrai, peut-être que toi tu me dis, ben toi t'as pas envie d'être dans un studio, ça c'est un truc qui te concerne toi, mais peut-être que la majorité des gens, ben eux préfèrent peut-être un studio, tu vois. Mais pour répondre à ta question, je dirais qu'il faut proposer des biens en fonction de la clientèle que tu vas recevoir. Si tu es dans un secteur très touristique, en imaginant que quelqu'un, je sais pas, qui vit en Guadeloupe et il veut louer par exemple une villa ben, de trois quatre chambres, ben, cette personne-là va louer quasiment toute l'année. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui vont venir à chaque période de l'année pour pouvoir passer des vacances ou pouvoir voir de la famille, etc. Par contre, si tu es dans une autre petite ville, il faudrait que tu essaies de déterminer quelle est la clientèle que tu vas servir. Et si par exemple tu vas servir des gens qui viennent pour travailler, ben, tu ne vas pas leur mettre un T4 ou un T5 à disposition. Tu vois, ce sera plus adapté de leur donner un studio. Moi, je dirais que tant qu'on va sur des petites villes, en tout cas des villes moyennes, euh, normalement, avec un studio, on peut très, très, très difficilement se tromper, tu vois. Après, si tu vas sur un secteur plutôt touristique, là, effectivement, ce sera judicieux de partir sur des logements beaucoup plus grands. Mais par exemple, nous, les sprinters, quand on va faire un projet, on va être sur un immeuble qu'on va diviser en plusieurs petits studios, ou en tout cas un immeuble avec plusieurs petits studios, de allez, 15-20 mètres carrés max, ou allez, peut-être jusqu'à 30 mètres carrés, mais ça sert à rien d'avoir un logement de 70-80 mètres carrés pour faire de la location courte durée, par exemple, dans une petite ville. Tu vois. Genre, Mhm. en fait, il faut vraiment chercher à répondre au marché et en fonction de où tu te situes, ben, il faudra que tu détermines le bon bien qui te permettra de louer le maximum de temps dans l'année. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des villes moyennes. Qu'est-ce que tu entends par ville moyenne? C'est quoi une ville moyenne? Quelqu'un qui a envie de se lancer. Comment il faudrait qu'il se pose la question pour savoir dans quelle ville se lancer? Alors, moi, pour choisir une ville, je vais regarder des critères qui vont me garantir que j'aurai des clients pour mon bien, soit des locataires parce qu'il y a une demande, soit des voyageurs parce qu'il y a encore là une demande. Donc, comment je vais voir qu'il y a une demande? Ben, en fait, je vais regarder quels sont les éléments qui font que les gens viennent. Et sur une ville, pour moi, j'estime qu'il y a trois points d'intérêt qui vont faire que des gens vont se déplacer dans une ville. Il y a tout d'abord le point d'intérêt économique, des personnes qui vont se déplacer pour aller travailler, pour gagner de l'argent ou j'en sais rien. Un point d'intérêt touristique, donc là c'est des gens qui vont se déplacer pour s'amuser, pour passer du bon temps. Ensuite, un troisième point d'intérêt qui serait un point d'intérêt éducatif, donc ça c'est des gens qui viennent pour se former. Et une fois que j'ai trouvé une ville, ou en tout cas je peux identifier clairement dans la ville ces points d'intérêt-là, ben, je sais que je vais pouvoir me lancer dessus. Et pour être sûr de pouvoir louer toute l'année, ben, je vais faire en sorte d'avoir au moins deux de ces trois points d'intérêt. Je vais voir est-ce qu'il y a des entreprises sur le secteur et est-ce qu'il y a des universités, des centres de formation où les gens peuvent venir se former. Si j'ai un point d'intérêt éducatif et économique, je sais que normalement je vais pouvoir louer toute l'année. Ou pareil, touristique. Si j'ai un point d'intérêt touristique et économique, ben, je sais que je vais pouvoir louer toute l'année. L'erreur à ne pas faire, ce serait partir sur une ville, par exemple, où les gens y vont que pendant les vacances, que pour la plage. Quand il fait pas beau, surtout si tu es en France métropolitaine, si tu investis dans un bien au bord de la mer et que les gens y viennent vraiment que pendant juillet-août,
ben, le reste de l'année, ben, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que j'ai plusieurs points d'intérêt? Et si je les ai, ben, je peux investir dans cette ville-là, quoi. Mais en tout cas, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les 3 points d'intérêt pour être sûr de choisir la bonne ville. Et du coup, dans le cas de figure de quelqu'un qui n'a pas forcément de CDI ou pour une raison ou une autre qui peut pas ou il veut pas faire appel au crédit immobilier, est-ce qu'il peut quand même se lancer ou il n'y a qu'une seule voie d'accès? Tu peux toujours te lancer sur Airbnb. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 moyens de faire du Airbnb. Soit tu achètes le bien et là tu es propriétaire et tu l'exploites, soit tu n'es pas propriétaire et là tu exploites le bien de quelqu'un d'autre. L'avantage de ce mode d'exploitation, c'est que ça te permet de te lancer sans devoir faire de prêt bancaire. Le seul inconvénient, c'est que le bien ne t'appartient pas. Tu vois. Donc si tu n'as pas la situation pour pouvoir investir, ça peut être une solution. Mais si tu as un CDI, que tu as une bonne gestion de tes finances et que tu peux emprunter, bon ben, à ce moment-là, autant acheter le bien et puis là, tu sais que tu as le double effet qui se coule, c'est-à-dire que le bien t'appartient et en plus de ça, tu génères du cash. Donc, c'est la question que je dirais aux gens de se poser, c'est quelle est ta situation? Est-ce que tu peux emprunter ou est-ce que tu veux emprunter? Si la réponse c'est oui, ben, fais-le. Et si tu ne peux pas emprunter, ben, éventuellement utilise la sous-location, mais bien entendu avec toujours l'accord du propriétaire. J'entends pas mal de gens qui disent c'est pour des étudiants ou puis du coup ils mettent genre le strict minimum dans le logement et c'est pas forcément agréable. Et de l'autre côté aussi, ben, des fois on peut avoir envie de faire des super salles de bain, de mettre des doubles vases. Du coup, commence à voir un peu comment agencer le bien, comment meubler le bien. C'est une très bonne question. En fait, c'est une question d'équilibre. Quand tu vas te lancer sur Airbnb, il y a des indispensables. L'un des premiers indispensables pour moi, c'est la literie. Donc là, les gens ils viennent pour dormir, ben, il faut qu'ils aient un bon lit, tu vois. C'est comme, je ne sais pas, demain tu as une voiture, tu vas faire de la route, ben, il faut que tu aies des bons pneus, tu vois. Ou un bon amortisseur, tu vas pas rouler avec un truc qui est des pneus lisses ou, tu vois. En gros, il faut vraiment que la fonction principale soit réalisée. Et là, quand les gens viennent chez toi, c'est pour dormir, donc ils doivent bien dormir. Donc ça, c'est un premier truc. L'erreur à ne pas faire, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que faut pas partir sur des trucs trop cheap en se disant, ok, ben, on va mettre un matelas bas de gamme, on va mettre des ustensiles bas de gamme, en se disant, ben, faut pas que ça me coûte trop cher parce que si les gens viennent, ils cassent, au moins ça m'aura rien coûté. Ça, c'est une première erreur à ne pas faire. Mais la deuxième erreur à ne pas faire également, c'est partir sur des trucs beaucoup trop chers en se disant, ben, ok, je le meuble comme si c'était chez moi, je vais acheter des verres à 10-15 € l'unité, et le jour où il y a quelqu'un qui casse ton verre, ben, en gros, tu n'es pas bien, tu vois, parce qu'en gros, ça t'a coûté un bras. Donc, c'est vraiment ce jeu d'équilibre qu'il faut trouver, se dire, je mets quand même des éléments avec un confort correct, surtout au niveau de la literie. Euh, mais je ne vais pas genre dépenser trop non plus. Je ne vais pas mettre une télé par exemple à 3000 balles dans un logement qui sera un Airbnb. Par contre, de la même manière, je ne vais pas aller prendre un matelas que je vais acheter 50 € sur le bon coin pour mettre dans mon bien. Tu vois, parce qu'en gros, il faut quand même que les gens dorment correctement. Mais il faudra aussi avoir des éléments indispensables comme, je ne sais pas, la Wi-Fi. Tu ne peux pas aujourd'hui faire de la location courte durée et ne pas proposer de la Wi-Fi à tes clients. Tu vois, ça paraît logique, mais en gros, c'est des erreurs qu'on pourrait faire en se disant, ben ouais, il n'y a pas d'internet. Non, frère, aujourd'hui, c'est un strict minimum. Donc voilà, vraiment, essayer de garder l'équilibre, quoi, en gros. Et du coup, une fois que tu as acheté le bien et que tu l'as meublé, tu l'as agencé, c'est quoi la prochaine étape pour le mettre sur Airbnb? Le mettre sur Airbnb, c'est très simple, hein, et tu vas sur la plateforme et puis tu mets tes photos et puis tu mets ta description. Mais si ta question c'est à quoi il faut faire attention pour bien louer sur Airbnb, je te dirais, d'avoir une description qui soit détaillée le plus possible. Ça t'évitera d'avoir des questions de voyageurs qui ne savent pas est-ce qu'il y a des serviettes, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Et deuxièmement, je te dirais d'avoir des photos professionnelles. Parce qu'au début, quand Airbnb venait d'arriver, tu pouvais encore faire des photos prises au téléphone parce qu'en gros, c'était, je dirais, les précurseurs, les early adopters qui allaient sur Airbnb. Mais aujourd'hui, c'est devenu une plateforme limite grand public. Et aujourd'hui, pour te démarquer, il faut que tu sois professionnel. Donc ça va passer par des photos qui sont travaillées. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent. Les gens qui se lancent avec des photos prises à la va-vite ou des photos qui sont croppées, des photos en portrait au lieu de photos en paysage, des photos qui ne donnent pas envie. Ben, ces gens-là, ils ont énormément de mal à se positionner. Donc si toi, tu te lances aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est d'avoir de belles photos, faites limite par un photographe professionnel. Et deuxièmement, d'avoir une description la plus détaillée possible avec, ouais, avec
une description qui raconte limite une histoire pour que les gens puissent se projeter le plus facilement possible dans ton bien et qu'ils se disent tout de suite, ah ben, ouais, c'est là que je dois aller, quoi, tu vois. Et du coup, une fois qu'on a fait la description, qu'on a mis les photos, là, Airbnb, ils se mettent à nous envoyer des clients. Ou alors, est-ce qu'il faut payer de la pub pour avoir des clients? Comment ça se passe le lancement de l'activité même? Ben, je pense que l'algorithme est assez bien fait, c'est-à-dire que quand tu as un nouveau hôte sur la plateforme, ben, la plateforme va te mettre en avant, on va te mettre un petit coup de pouce. Du coup, quand tu vas mettre ton annonce, ben, elle va apparaître comme étant une nouvelle annonce et du coup, tu seras mis en avant et ça te permettra de louer plus facilement. Et même pour aider encore l'algorithme, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer avec un prix assez agressif, pas vouloir mettre un prix trop cher, parce qu'en fait, tu viens d'arriver, c'est pas le moment de commencer à vouloir louer 2, 3 fois plus cher que ton concurrent. Non, ton concurrent, je sais pas, à tel montant, tu te mets limite un petit peu en dessous pour créer de l'attraction sur ton bien, faire en sorte que les gens viennent. Les gens vont venir, ils vont passer un bon séjour, ils vont te laisser des commentaires positifs. Et là, la plateforme aura un feedback positif à ton égard. Et là, elle continuera de te mettre en avant naturellement. Donc, il n'y a pas de publicité ou quoi que ce soit à faire en plus. Si ton annonce est bien rédigée, tu as des belles photos, que tu as un prix qui est correct, normalement, tu vas louer. Et puis, avec les gens qui vont venir, les commentaires positifs que tu auras, ben, tu auras de plus en plus de clients. Et puis, la machine pourra continuer de tourner, quoi. Et une fois que tu as lancé la machine et qu'elle tourne, comment tu fais pour allier ton travail au bureau la semaine et puis le fait de faire les entrées-sorties, de faire les ménages, de faire des réparations, de répondre aux clients? Ouais, j'imagine. Alors ça, c'est une très mauvaise façon d'aborder le sujet. Si tu veux faire de la location sur Airbnb et tu commences à te dire que tu vas faire du ménage, faire des entrées-sorties, faire les réparations toi-même, alors sur un logement, peut-être que tu peux gérer, et encore, ou peut-être deux, mais si tu veux faire ça de manière industrielle, c'est-à-dire avoir vraiment un système en place, il faut très rapidement que tu arrives à automatiser et déléguer ce qui n'est pas automatisable. Mais il faut vraiment voir cette activité comme un système dans lequel tu es un peu à l'extérieur et tu peux regarder le système fonctionner que te dire tu fais partie du système. Si tu travailles, tu vas pas commencer à quitter ton job pour aller remettre des clés à des voyageurs qui doivent arriver à 15 heures de l'après-midi. Non, tu vas mettre un système de boîte automatisée pour que les gens puissent avoir les clés, ou un système de boîte à code, ou un système de poignée mécanique. Mais en tout cas, tu dois mettre un système en place pour que les gens puissent accéder rapidement à ton bien sans que tu sois obligé d'intervenir. Ça, c'est vraiment indispensable. Et pour la partie ménage, pareil, rapidement, tu dois trouver des gens qui vont faire le ménage pour toi. C'est pas ton métier de commencer à vouloir nettoyer le logement. Alors, je dis pas non, si tu dois faire ça pour te dépanner une fois, ça peut arriver, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un ménage sur un logement, tu vois. Mais quand tu commences à avoir 4, 5, 6, 7, voire 10, 15 logements sur la plateforme, c'est même pas envisageable d'essayer de se dire que tu vas gérer ça tout seul. Donc, il faut le penser tout de suite comme un système industriel dans lequel il va y avoir un système ou un outil ou quelqu'un qui sera en charge de chaque partie pour que toi, tu n'aies pas à mettre la main à la pâte, mais que tu sois simplement là en tant que chef d'orchestre. Voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien, ok, on laisse tourner. Et s'il y a des trucs à ajuster, tu les ajustes, mais jamais être un élément du système, quoi. Mais du coup, ce système, c'est un peu comme si on devait gérer un business, quoi. On se lance comme ça, on n'est pas entrepreneur. Comment on apprend à gérer un système comme ça, un business comme ça? Bon, en vrai, je te dirais, le fait même de t'intéresser à l'immobilier, te lancer dans ce genre d'activité, c'est déjà être entrepreneur. Parce que tu dois faire des recherches de biens, tu dois gérer par exemple ton chantier si tu as eu des travaux, tu dois aller chercher du financement, tu dois mettre en place des systèmes. En fait, tu es déjà entrepreneur. C'est déjà un business que tu es en train de gérer. Donc, il faut juste te dire, OK, là, tu as un système, un business qui est en train de tourner. Ton job, ce sera de résoudre les problèmes à chaque fois qu'il y en aura et faire en sorte que ces problèmes-là n'arrivent plus. Moi, en gros, ma philosophie, c'est me dire à chaque fois que j'ai un nouveau problème qui arrive dans une de mes locations, je me pose la question, mais comment je peux faire en sorte que ça n'arrive plus jamais? Et je pose la question et en fonction du problème, j'essaie de trouver une solution et j'essaie aussi de trouver une parade pour que ce problème n'arrive plus. Ok, le client a oublié de remettre les clés ou bien on a oublié de remettre les clés pour le prochain voyageur. Ok, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça n'arrive plus? Ok, ben, je demandais à la femme de ménage d'utiliser la clé du client. Donc, s'il n'y a pas la clé du client, c'est qu'il y a un problème. Donc, à ce moment-là, elle doit appeler le client. Tu vois. Là, je mets des procédures en place pour faire en sorte que, à chaque fois que j'ai un problème, que je puisse le résoudre rapidement ou en tout cas que ça n'arrive plus. Au début, j'avais des problèmes, les clients avaient du mal à trouver l'adresse. Ben, ok, ben, dans l'annonce directement, au moment où je confirme leur réservation, je leur dis, ben, voici tel élément qui sera à côté du bien. Quand vous arrivez là, vous êtes quasiment arrivé, il faudra regarder. Je donne peut-être plus de détails. Ou alors,
je vais peut-être envoyer une photo, une vidéo dans mon mail pour leur permettre de savoir où est-ce qu'ils doivent aller pour accéder à leurs biens. Mais les problèmes vont forcément arriver parce que chaque projet est différent. Il y aura forcément des éléments différents sur chaque projet. Et le travail de l'entrepreneur, ce sera justement de trouver des solutions pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais et ensuite continuer d'améliorer le système pour pouvoir le scaler et puis faire d'autres projets, quoi. Justement, si je préfère m'éviter tous ces problèmes dont tu parles, est-ce que je ferais pas mieux de juste prendre une agence une conciergerie qui va tout gérer pour moi? Comme ça, moi, j'ai pas à gérer ces problèmes-là. Ben, je dirais ça dépend de ton objectif. Si tu t'y connais pas et si tu maîtrises pas le sujet, oui, je te dirais de passer par une conciergerie qui pourrait gérer le truc pour toi. Mais si tu es un peu plus à l'aise avec les systèmes, si tu es un peu plus à l'aise, ben, tu as tout intérêt à mettre le système en place, ou en tout cas de l'automatiser au maximum pour que tu n'aies pas à partager ton bénéfice avec quelqu'un. Parce qu'en gros, une conciergerie, c'est pas en dessous de 10%, quoi, tu vois. On va te demander 15, 20, 25% du chiffre que tu vas générer. Donc, si tu sais pas le faire, je te dirais oui, vas-y. Et si vraiment c'est un truc que tu n'as pas envie d'entendre parler, que tu te dis, bon ben voilà, moi j'ai juste acheté le bien et puis je veux plus en entendre parler, peut-être, et encore, parce que quand il y a un problème grave, la conciergerie va quand même t'appeler. Donc, moi je ne suis pas forcément partisan de ça. Je serais plus partisan du fait de mettre en place le système et de le gérer soi-même. Mais pour celui qui n'a pas envie de le faire ou qui n'est vraiment pas à l'aise dessus, ben à ce moment-là, oui, il peut éventuellement passer par une conciergerie. Ce sera toujours plus que s'il faisait de la location standard. Et du coup, une fois qu'on a acheté, qu'on a meublé, qu'on a mis en place le système, qu'il est automatisé, finalement, c'est quoi la suite? On fait quoi après? Ben, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu fais après. Si tu as atteint ton objectif, ben, à ce moment-là, tu t'arrêtes là. Si ton objectif, c'est de générer d'autres sources de revenus, en tout cas de grossir ton business, ben, pourquoi s'arrêter là? Pour grossir un business, tu as deux solutions. Soit tu fais plus de ce que tu fais déjà, ou alors tu fais autre chose, tu vois. Mais là, si tu as un système qui fonctionne bien, je te dirais ben, de dupliquer l'opération. Si tu avais deux biens, ben, passe à trois. Si tu avais trois, ben, passe à 4, 5, 6, jusqu'à atteindre le montant que tu considères intéressant pour toi. Et une fois que tu auras fait ça, ben, à ce moment-là, tu auras le choix. L'avantage de l'immobilier, c'est de pouvoir générer des revenus sans que tu sois nécessairement dans le système. Donc après, si demain tu veux lancer un autre business, tu veux lancer une autre activité, ben, tu peux le faire en étant serein parce que tu sais que à côté, tu as ça qui tourne, qui génère de l'argent. Maintenant, toi, tu peux simplement ouais, te faire plaisir en allant faire d'autres activités qui te touchent plus, tu vois. La personne qui me dit, ouais, ben moi j'ai envie de faire de l'humanitaire. Bon, ben, maintenant que tu as de l'argent qui rentre, oui, tu peux te permettre d'aller faire de l'humanitaire. Mais si tu galères, tu vas pas commencer à faire de l'humanitaire avant, tu vois. Donc c'est un peu ça se dire, pourquoi d'ailleurs j'ai commencé à faire de l'immobilier. Et une fois que j'ai atteint ce pourquoi, à ce moment-là, ben, je peux partir sur autre chose. Et puis c'est limite, c'est à toi-même, je dirais, de répondre à cette question, de savoir qu'est-ce que tu veux encore par la suite, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à offrir aux personnes qui se posent encore la question, est-ce que je me lance ou alors comment je me lance? Ben, le conseil que je donnerais, c'est déjà de continuer de faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire de regarder d'autres vidéos sur le sujet et puis éventuellement de lire des livres sur le sujet. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables, donc les gens peuvent le lire, regarder des vidéos de formation que j'ai même pu faire aussi. Comme ça, les gens pourront se familiariser avec le sujet et puis s'ils voient que bon, ben, c'est un truc qui leur parle, à ce moment-là, qu'ils le mettent en place et qu'ils se lancent. Parce que en gros, comme on dit souvent, le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui, quoi. Alors, on a pu se lancer il y a 2, 3, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais là, c'est bon, c'est passé. Donc maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre le pied à l'étrier et puis lancer la machine, quoi.